Salut les sorciers, il y a 11 ans sortait le film Harry Potter et les reliques de la mort partie 2, clôturant la saga Harry Potter. Revenons dans le temps et redécouvrons ce dernier opus. L'avant-première s'est tenue le 7 juillet 2011 à Trafalgar Square, non loin de la gare de King's Cross. C'est la plus grande avant-première jamais organisée en Angleterre, retransmise en direct sur internet. Pour l'occasion, le plus grand tapis rouge au monde a été installé, reliant Trafalgar Square et Leicester Square, soit un tapis rouge de 455 mètres de long. La foule est restée aux barrières pendant plus de 4 jours pour y assister, dont des rédacteurs de la Gazette. Le lien de leur article relatant leur expérience sur place est dans la description. Le film s'ouvre sur Poudlard, au moment où Voldemort vole la baguette de Suro dans la tombe de Dumbledore. Ce choix d'ouverture n'est pas anodin. Même si Harry n'est plus à Poudlard, le film commence tout de même dans ce lieu afin de marquer le changement d'atmosphère drastique entre tous les films. Ce début nous annonce que Voldemort a envahi un lieu de joie et d'innocence et qu'il est au sommet de sa puissance. Poudlard est entouré de brouillard, on dirait un château perdu, maudit avec les détraqueurs autour. En ouvrant le film de cette manière, avec Voldemort à Poudlard, on nous prépare à ce que la mort frappe violemment l'école. Cela annonce également la bataille à venir sur ce lieu. Après ce moment glaçant, nous retrouvons le trio à la chaumière au coquillage. Les couleurs de l'image, sans être très chaudes, sont tout de même plus joyeuses que précédemment et il fait beau. Cette maison représente le calme avant la tempête, un lieu de repos et de guérison. C'est le seul lieu du film, excepté l'épilogue, où la colorimétrie est aussi claire et lumineuse. Passons maintenant à la célèbre banque de Gringotts. Dans le tout premier film Harry Potter, la scène avait été tournée dans l'ambassade d'Australie, mais ce n'était pas possible de recommencer pour ce film au vu des nombreuses explosions qui allaient s'y dérouler. La banque a été recréée dans un hangar pour avions des studios Leavesden, studios où l'entièreté des films ont été tournés et qui sont aujourd'hui ouverts au public. L'un des décors les plus importants de ce film est la salle sur demande, remplie d'objets divers et variés, laissés là par les nombreux élèves de Poudlard. Stuart Craig, le chef décorateur, a décidé de remplir l'espace d'anciens accessoires, créatures et décors des anciens films. Nous pouvons retrouver les pièces d'échiquier géant du premier film et les lutins de Cornouailles du deuxième avec le squelette qu'il décroche du plafond de la salle de classe. L'immense salle mesurant 60 mètres sur 90 était pleine d'objets, entourée de fonds verts pour permettre à l'équipe FX d'agrandir l'espace et de donner l'illusion de plus d'objets encore. Enfin, parlons de l'un des premiers décors de la saga à avoir été construit et qui n'avait pas bougé des 10 dernières années. Je parle bien entendu de la grande salle. L'équipe déco a décidé de détruire réellement les précieux décors. Voir le plus vieux décor de la production détruit a été un choc pour tout le monde. Revenons au début du film et parlons de notre cher Severus Rogue, un personnage dont on ne comprend l'ambivalence qu'à la toute fin de la saga. Les plans en contre-plongée sur Rogue peuvent ainsi être à double sens. Ils peuvent signifier sa domination sur les élèves, tel un vautour regardant ses proies, ou sa solitude contre tous, étant depuis le début un agent double. J.K. Rowling avait dit dès le début à Alan Rickman que son personnage était amoureux de Lily Potter afin de l'aider dans son jeu. That's why he hated James. That's why he projected this amount of dislike onto Harry. He knew that. But you told me that he'd said, I just don't think Snape would do that. Yeah. Given what I know. C'était le seul au courant et le seul acteur qui a eu un indice sur son personnage de la part de l'autrice. Tous les plans de ce film avec Rogue peuvent ainsi être réinterprétés. Parlons de ce magnifique duel entre McGonagall et Rogue, qui a d'ailleurs manqué de ne pas apparaître dans le film. Dans la première version de scénario, c'était Harry qui combattait Rogue. J.K. Rowling a insisté pour que ce soit McGonagall qui se charge de ce combat comme dans le livre, argumentant que c'était un moment clé pour ce personnage. Dans ce passage, à seconde lecture, Rogue paraît plus triste que méchant. C'est McGonagall qui l'attaque en premier, il ne fait que se défendre et s'enfuir. Alors que l'on pourrait l'interpréter au premier abord pour de la lâcheté, on comprend par la suite qu'il n'a vraiment pas envie d'attaquer sa collègue. Parlons maintenant du gobelin Gripsec, personnage joué par nul autre que Warwick Davis. Dans le premier film Harry Potter à l'école des sorciers, Warwick Davis avait seulement doublé la voix d'un autre acteur qui jouait Gripsec, Vern Troyer. Cette fois-ci, c'est bien lui que l'on voit et entend dans ce film.
Suite à l'élaboration du plan, il est convenu que Hermione prenne l'apparence de Bellatrix Lestrange. Pour préparer cette scène, Emma Watson a joué toute la scène qui a été filmée et montrée à Helena Bonham Carter. Emma voulait montrer à Helena combien il était dur pour Hermione d'incarner ce personnage. Durant le tournage, Emma a envoyé énormément de notes à Helena pour l'aider au mieux à jouer cette scène. I'm sort of in Emma's mindset, so I'm thinking, okay, I've got to get into Gringotts. Are they going to recognise me? I'm thinking I mustn't blow it. So there's a lot of concern. So she's very serious and she tries desperately hard, Hermione, because she always feels that she's not quite good enough. Continuons sur Hermione et parlons de la scène où Ron et Hermione échangent un baiser dans la chambre des secrets. Les acteurs Emma Watson et Rupert Grint ont vécu un calvaire. Ils redoutaient tous les deux le jour où ils devraient tourner cette scène. Afin qu'ils n'appréhendent pas trop longtemps ce moment, le producteur David Heyman s'est bien gardé de leur donner la date du tournage de cette scène. Il ne leur a annoncé que la veille pour le lendemain. Si ce moment était très attendu par leurs personnages, les acteurs avaient l'horrible impression d'embrasser un membre de leur famille. Ils se sont dépêchés de la terminer. Ils ne pouvaient que difficilement s'empêcher de rire. La scène nécessitera 5 prises, ce qui est plutôt rapide. Alors que la bataille de Poudlard bat son plein, c'est à Neville d'avoir un moment de gloire. J.K. Rowling était très heureuse à l'idée de communiquer à l'acteur Matthew Lewis qu'il aurait sa scène d'action. I met him at the premiere for Half-Blood Prince and I said there's some great stuff for Neville in and he went I don't want to know. All right, sorry. Et ce fut effectivement la scène préférée de ce dernier à jouer de toute la saga et grâce à laquelle il a réalisé que jouer au cinéma, c'est ce qu'il voulait faire. En parlant de carrière, arrive ce moment où Harry entre dans la salle sur demande pour récupérer le diadème. Il est poursuivi par Malfoy, Goyle et la troisième personne n'est plus Crabbe, mais Blaise Zabini. En effet, l'arrestation de Jamie Waylett pour possession de drogue a obligé le scénariste Steve Kloves de retirer le personnage du film. Si nous perdons un personnage, nous en retrouvons un autre que nous avions perdu depuis le deuxième film, c'est Olivier Dubois qui fait son retour pour la bataille de Poudlard. Même si on ne le voit que rapidement, c'est bien lui. Mentionnons rapidement Bellatrix Lestrange qui, si vous ne l'aviez pas remarqué durant tout le film, tente de se placer toujours à droite de Voldemort, à la place traditionnelle du serviteur le plus loyal et fidèle. Terminons cette catégorie avec nul autre que Voldemort. L'acteur Ralph Fiennes, originaire du théâtre, s'est amusé à improviser à chaque prise le ton et ou le texte du speech de Voldemort de façon à ce que tout le monde soit surpris. Do not cry for that! Stupid girl. You cry. Le réalisateur a dit aux figurants de réagir avec leur tripot discours sans donner plus d'indications. He begged for mercy in the voice of a sick child. Don't be shy, you. Come. Yes. Rafe was coming over to me and I just scared him. I've never seen him look as scary in all my life. I suppose he's never coming right up face to face with me. Well done, Draco. L'embrassade de Voldemort avec Drago est complètement improvisée et Tom Felton a avoué avoir été tétanisé par ce moment. It's so easy to act petrified of Rafe when he's dressed like that. I mean, I can barely stand within 5 meters of him, let alone him touch me. God, I get the shivers even thinking about it. Hello and welcome to the Goblin Makeup Factory. Parlons maquillage, effets spéciaux et retrouvons les gobelins de la grande banque des sorciers se préparer. Originaires de toute l'Europe, c'est une soixantaine d'acteurs de moins de 1,50 m qui ont été castés pour jouer les gobelins. C'est grâce à l'agence d'acteurs créée par Warwick Davis que le casting a été complété. Pour citer Warwick Davis, son agence, c'est un peu devenu une organisation des Nations Unies des gobelins. Pour créer les gobelins, plus de 170 maquilleurs ont été engagés sur le tournage et ont dû minutieusement faire qu'aucun visage ne ressemble à un autre. It's really quite strange because although obviously we don't look anything like this, it does look like it. You know, you can recognise people, which is a real surprise. But luckily, I don't look this bad in the mornings normally. I know my own face, so I know, if I raise an eyebrow, how that looks basically. But on the character makeups, you have to learn kind of how much of an eyebrow raise you have to do for it actually to read and register as an eyebrow raise on the character's makeup, for example. So
that's kind of what I'm still learning about. Chaque prothèse était peinte à la main et les poils de sourcils insérés un à un. Nick Dudman, le responsable maquillage, a révélé que le maquillage prenait 4 heures par créature. This will be the biggest thing we attempt to do. Pour les costumes, Janet et Mime et son équipe ont conçu des costumes traditionnels 3 pièces sur mesure pour chaque gobelin. Au fait, saviez-vous que l'on voit les pieds de Harry sous sa cape dans Gringotts? C'est cadeau, et admirons ce carte vert qui sert de wagon pour emmener le trio et les gobelins dans le souterrain de Gringotts. Lors de la scène dans la cour de Poudlard, près de 50 explosions ont été déclenchées. Cela a demandé 2 semaines d'installation à l'équipe FX. Les figurants avaient du produit sur le corps et les cheveux pour les protéger du feu. Concernant la bataille, une question demeure. Comment distinguer les personnages importants lors de la massive bataille de Poudlard? Comment distinguer les méchants des gentils? Grâce aux costumes, on peut facilement retrouver les personnages clés parmi la foule. En effet, pour les héros, ils ne portent pas l'uniforme de Poudlard, mais des costumes colorés de couleurs bien distinctes. Luna en bleu, Ginny en violet, Dean en rouge, Hermione en rose et bleu, Harry en marron et gris, Ron en rouge et noir. Chaque personnage a sa ou ses couleurs afin que, même de loin, on puisse les reconnaître du premier coup. Pour les membres de l'Ordre du Phénix, la plupart sont en tenue de moldu. Les Mange-Morts, eux, sont vêtus de noir, mais sans cape, afin de les séparer des élèves de Poudlard en uniforme. Si, dans le premier film, le monde magique est un lieu salvateur pour Harry, il devient de plus en plus dangereux et mortel. On découvre le côté sombre de la magie. Si nous avons vu au début de la vidéo que Poudlard est le premier lieu à connaître une évolution, aucun autre lieu que la banque de Gringotts ne peut mieux refléter cette idée dans ce film. En effet, le trio découvre que la rumeur que Gringotts enferme un dragon dans ses souterrains est fondée. Le dragon est un moyen pour J.K. Rowling de montrer que le monde des sorciers est un monde imparfait. On l'a blessé, il s'attend à souffrir quand il entend ce bruit. C'est barbare. Gringotts est dans le premier film un endroit incroyable et magique qui émerveille Harry. Dans le dernier, la banque des sorciers regorge de magie noire et de barbarie. Les dragons font partie de la construction en miroir de la saga. C'est une analyse très intéressante dont vous trouverez le lien dans la description. Le trio libérant le dragon peut signifier leur impact sur le monde magique et comment la jeune génération peut faire évoluer la société magique. J.K. Rowling dit que cette scène était la seule qu'elle ait écrite en imaginant comment elle serait adaptée dans le film. L'autrice avait hâte de voir ce moment en images. Le côté sombre de Harry Potter est à son apogée lors de la bataille de Poudlard qui entraîne la mort de plusieurs personnages adorés de la saga. En particulier, Lupin, qui n'était pas censé faire partie des victimes d'après les premiers brouillons du dernier chapitre de Harry Potter. Mais J.K. Rowling a finalement pris la décision de le faire mourir afin de montrer que la seconde grande guerre du monde magique contre Voldemort a fait de nouveaux orphelins. Daniel Radcliffe a eu très peur pour son personnage. Aucun acteur ne connaissait la fin de Harry Potter jusqu'à la publication du livre. Il a tout de même demandé un indice de la part de J.K. Rowling. Go on, do I die? And you very cryptically sort of paused for a moment. So you get a death scene. You get a death scene, which was sort of. And I saw you double take. You knew. Yeah. You said. Après avoir subi le sortilège de mort, Harry est porté par Hagrid hors de la forêt. Ce moment est la raison pour laquelle la mort de Hagrid n'a jamais été considérée par J.K. Rowling. Always cleaved to this mental image of Hagrid being the one carrying Harry out, and that was so perfect for me because it was Hagrid who came and took him into the world, and then Hagrid who would bring him back, and the onlookers would believe he was dead, you know, and just physically Hagrid being so big and fatherly. And Harry being limp in his arms, so that's where we were always going. Si John Williams, le premier compositeur des films, et Chris Columbus, le premier réalisateur, devaient revenir pour terminer la saga ensemble, des problèmes d'emploi du temps les en ont empêchés. C'est donc le français Alexandre Desplat qui a composé la musique du film. Il a cherché à réintroduire dans sa bande originale les compositions de John Williams en vain. Les musiques étaient trop joyeuses, trop innocentes pour coller à ce qui se passe dans le film. La musique composée par John Williams ne revient donc que par bribes. La première fois quand Harry revient à Poudlard apporter de l'espoir d'une libération proche aux élèves. Mais la musique s'arrête quand la joie de revoir le trio cède au rappel qu'il faut mettre en place un plan contre Voldemort. Le danger soudain coupe la musique heureuse.
Puis, McGonagall ramène la lumière dans Poudlard en chassant Rogue. La musique revient, immédiatement interrompue par Voldemort. Ces bribes de musique sans cesse interrompues rappellent que tant que Voldemort n'est pas vaincu, la joie et l'innocence ne peuvent s'installer. Les deux parties du 7e film ont été tournées en même temps de façon complètement mélangée. Le tournage a duré 478 jours. Le dernier jour de tournage prévu pour le trio était lors de la scène du ministère de la magie. Mais un retake a été demandé par Warner Bros pour la séquence de l'épilogue à King's Cross, quelques mois après la fin de tournage officiel. Le premier essai n'avait pas plu à l'équipe. Tourné dans la gare de King's Cross, il avait été difficile de la réaliser correctement. Seul leur quai était bloqué pour le tournage. Des centaines de fans étaient présents sur le lieu. L'endroit était beaucoup trop bruyant et perturbait les jeunes acteurs. Le maquillage vieillissant le trio ne convenait pas au réalisateur. Il a donc été décidé de retourner la fin dans les studios de Leavesden. Le scénario a été raccourci afin d'obtenir de meilleures émotions. Le maquillage était plus subtil, combiné avec des effets spéciaux. Pour le réalisateur et le producteur, retourner à Leavesden était une consécration à l'œuvre et un aboutissement de 10 années passées au studio. Les émotions du trio sont également plus authentiques car c'est leur clap de fin, à la fois pour les acteurs et les personnages. Ils ont tous réussi à oublier les épreuves du passé et ont fondé chacun une famille. La fin du film est alors marquée par le retour du célèbre thème de Harry Potter, Leaving Hogwarts, la musique de fin du premier film, au moment où le train quitte Poudlard pour la première fois. Alexandre Desplat a finalement réussi à replacer un thème de John Williams et c'est cette musique qui termine officiellement l'adaptation en film de la saga Harry Potter. Boys and girls of Hogwarts, it's time to say goodbye to two of your finest Defence Against the Dark Arts teachers. That is Alan and David Thewlis, last day on Harry Potter. Robbie Coltrane, finest gamekeeper in Hogwarts, last day on Harry Potter. Thank you all very, very much. Harry Potter et les reliques de la mort partie 2 détient un palmarès impressionnant de records. Les 8 films constituent la saga ayant engendré le plus de recettes au box-office mondial, détrôné quelques années plus tard par les franchises de Star Wars et Avengers. Ce dernier volet a réalisé le meilleur démarrage de l'histoire du box-office américain avec plus de 150 millions de dollars de recettes en un seul week-end. D'un point de vue mondial, le 27 juillet 2011, soit 15 jours après sa sortie, il est devenu le film le plus rapide de l'histoire à franchir la barre des 900 millions de dollars au box-office. Il est également le film qui a été projeté dans le plus de salles de 3D au monde lors de son week-end de sortie. Le mois de juillet 2011 a été le mois engendrant le plus de profits de l'histoire au cinéma grâce à Harry Potter, Captain America et Transformers. La France détient également son record grâce à ce film. Le 12 juillet 2011, au Palais Omnisport de Paris-Bercy, s'est tenue l'avant-première avec le plus grand écran 3D et la plus grande audience du monde, avec 6671 personnes présentes à la projection. La fin de l'histoire Harry Potter est loin d'avoir marqué la fin de son succès. Le 1er septembre 2017 à 11h, les fans de la saga se sont réunis à King's Cross pour le compte à rebours avant le départ du Poudlard Express avec Albus Severus Potter à son bord. Les studios de tournage sont ouverts au public depuis le 31 mars 2012 pour voir les décors utilisés pour la saga. Pour plus d'informations sur le studio tour, n'hésitez pas à aller consulter le site de la Gazette. C'est la fin de ce voyage temporel, merci de m'avoir accompagné et à bientôt pour une prochaine vidéo.